Merci beaucoup. Je suis très heureux de venir échanger avec vous sur cette histoire fabuleuse des vins de Talas, en particulier à leur apogée à la fin des années 1850, années 1860, quand ils sont véritablement des vins d'exception. Je dois vous préciser que je communiquerai le document de support à la municipalité pour que chacun puisse, s'il le souhaite, en disposer. Parce que je n'ai absolument aucun talent de communicant et que la mise en œuvre d'un PowerPoint est très compliquée pour moi. Néanmoins, mon intention est de vous conduire dans ces années et de se remémorer, parce que je suis sûr que vous en avez entendu parler malgré tout, vous connaissez mieux le territoire que je ne peux, moi, le connaître. Et on va essayer de remettre sur le devant de la scène les centaines d'hectares qui ont caractérisé le vignoble de Talas, comme on le trouve dans la documentation, Talann, avec un nom qui revient sans cesse et qui porte très très loin la renommée de ces vins qui, à partir des années 1950, semblent reculer dans la nomenclature des vins. Je dis bien les années 1950, correspondant à un repli peut-être sur une production domestique, familiale. Mais, en tout état de cause, je tiens à débuter par une petite citation d'un ouvrage publié en 1883 à Lyon. Et dans cet ouvrage, qui s'appelle « La Corse à travers le maquis », et qui propose une fresque de tout ce que peut être la Corse, il est écrit « En Corse, des maisons n'annoncent pas toujours des cultures, mais si la logique est de ce monde, les cultures annoncent infailliblement des habitants. Et voici de beaux oliviers et de grandes vignes fort bien tenues, qui nous signalent Santa Lucia di Talann. Vous qui verrez le XXe siècle, écrit l'auteur, vous qui verrez le XXe siècle, retenez ce nom-là. C'est celui d'un vin célèbre dans l'avenir. 1883, un ouvrage qui est possédé par toutes les bibliothèques des grandes villes à l'époque et que les lecteurs qui commencent à fréquenter les bibliothèques publiques semblent chercher à lire, puisque cela évoque pour les continentaux l'île autour de laquelle tant de récits germent, et l'idée est que ce Théo porte une connaissance qui essaie de se rapprocher du mieux des lieux. Alors les lecteurs empruntent, d'après les fiches de lecture, ces ouvrages dans les bibliothèques. Et vous avez ça. Vous qui verrez le XXe siècle, retenez ce nom-là, c'est celui d'un vin célèbre dans l'avenir. Quand cette île ne sera plus qu'un rêve évanoui de poètes, elle sera la proie des marchands de vin et des commis voyageurs, écrivait l'auteur en 1883. Et il y a quelque chose d'assez merveilleux qui témoigne de l'enthousiasme de l'auteur pour un vin dont il sait qu'aucun de ses lecteurs ne pourrait dire le contraire. Parce qu'il y a aussi cela qui est à prendre en compte, c'est la réputation de ce vin est assez fortement établie pour que personne ne conteste cette idée que c'est le vin célèbre dans l'avenir, mais il l'est déjà à l'époque. Et effectivement, les vignes de toute cette région ont formé un vaste ensemble, distinct finalement du vignoble de Sartène, qui était un autre ensemble très important. Donc il y a de Lorette jusqu'à Santa Lucia une véritable zone viticole, et tous les villages des alentours contribuent à la réalisation d'un paysage où se mêlent donc les plus de 150, 200 hectares de vignes en côte bien tenues, avec des bouquets d'oliviers de part et d'autre, et il y a une relation étroite entre les deux. Les années 1850
sont les années de l'accès à la notoriété très grande pour ces vins. Je vais m'employer à vous donner des éléments au-delà de l'espace méditerranéen, de la notoriété de ces vins, avec des vraies médailles. Et puis la littérature a porté le nom du vin de Talanne, donc il m'a paru utile, en tout cas intéressant. C'est peut-être, je vous prie de m'en excuser, une forme d'égoïsme du chercheur qui, quand il trouve un truc qui l'intéresse, ne peut pas s'empêcher de penser que ça peut être intéressant au-delà de lui. Mais je trouve intéressant de vous plonger dans toutes ces mentions fournies, venues de partout, qui renvoient immanquablement à Talanne, au point même où il est probable que beaucoup de lecteurs imaginaient que Talanne ait été un seul village regroupé. Et il semble au contraire que ce soit bien la mise en commun de tous ces vignobles-là, par l'entremise des travailleurs de ces vignobles, qui ait donné la renommée d'un vin caractéristique d'une région dans laquelle les villages avaient le même savoir-faire dans un type de vin identique, avec des cépages bien identifiés qui caractérisent au premier chef Talanne, au point où on ne dit pas les vins du Sartenay pour dire ceux de l'Alta Rocca. Et il y a vraiment quelque chose de différent. Alors ça renvoie à cette beauté de l'île, avec chaque région offre des vins singuliers, des productions singulières. Chaque région est capable d'apparaître dans la littérature au loin. Et là, on a la chance d'avoir des médailles qui sont données jusqu'à Londres ou à Bruxelles. Je vais vous en reparler. Donc, en essayant de ne pas trop vous endormir, d'interagir aussi, je pense qu'il y a 3 étapes. Et je vais débuter par le lointain. Les vins sont renommés. En regardant ce que l'on en dit dans la presse, la littérature, et puis les menus, les grands menus, les grands repas où figure le vin de Talanne. Ensuite, chercher pourquoi la réputation est-elle fondée et qui contribue à l'établir. Alors nous allons voir que les spécialistes de l'époque sont les spécialistes des vins, reconnaissent dans ce vin des qualités qui collent impérativement, absolument au goût. Mais il y a aussi une reconnaissance par le biais des expositions où viennent concourir des vins de diverses origines. Et on trouve des vins de Talanne parmi ceux-là. Et puis il y a des produits. Qu'est-ce qui peut fonder une réputation aussi durablement? Eh bien, ce n'est pas que l'image qu'on s'en fait, ce n'est pas le discours que l'on porte, mais c'est le produit qui en lui-même est bon. C'est-à-dire qu'il y a, je vais vous conduire à descendre vers le produit, depuis l'idée vers le produit. Et le produit, il sort d'un terrain et du travail par des populations. Donc on va se rapprocher de ce terrain, et c'est un vignoble qui est à la fois complètement particulier, tout en ayant une relation très forte avec d'autres caractères des autres vignobles de l'île. Donc il y a cette déclinaison singulière de traits qui caractérisent d'autres manières, d'autres régions, d'autres manières d'agir. C'est une colonne commune et des déclinaisons qui font que ce vin peut se distinguer en son temps. Et donc c'est un vignoble longtemps épargné par les crises, ce qui explique peut-être aussi qu'il a été servi sur les tables présidentielles jusqu'au début du XXe siècle, et puis après, pour d'autres motifs, il disparaît. Jusque-là, est-ce que vous voyez le chemin vers lequel je vous conduis? On regarde les idées, on regarde le produit, et on va regarder le vignoble, on va redescendre dans ce point d'intérêt. Alors, parcourons rapidement. Comme je suis nullissime en préparation de PowerPoint, vous voyez qu'il y a trop d'informations. Peu importe, je vous donne quelques éléments. Disons que je reconnais mes limites. L'écho de la presse des années 1870 aux années 1930 met toujours l'accent dans des articles, dans des feuilletons
très lus. Donc les feuilletons apparaissent en une avec 3 colonnes et puis la suite au prochain épisode. C'est souvent une technique pour faire acheter le journal au XIXe siècle, où vous achetez le journal pas pour l'information, mais pour le roman feuilleton. Donc il y a des mentions des vins de Talanne dans les romans feuilletons. Je vous ai retenu le bien public en Bourgogne, année 1873. J'ai pris l'écho de Bar-sur-Aube, qui était lu dans l'Aube et la Marne, avec un petit article sur le bon vin de Talanne, là, en 1887. Apparaissent également le Novelliste des Vosges, diffusé du côté des Vosges et puis de la Lorraine française à l'époque, 1904, numéro du 22 mai. Vous avez le canton, la zone de Talanne, qui produit un joli vin, et l'auteur précise, c'est notre Corton corse. Donc Corton, Alos Corton en Bourgogne, qui fait à l'époque partie des références des vins, mais le journal de la semaine, qui est un quotidien national en France en 1887, parle dans un roman feuilleton de ces délicieux vins de Talanne, véritable Clos Vougeot de la Corse. Mais si l'auteur a utilisé ces expressions, c'est qu'il sait que le lecteur est habitué par avance à avoir une image positive de ce vin, et le contexte littéraire n'est pas du tout à l'ironie, à la critique ou à la plaisanterie. Donc c'est créer dans le feuilleton du vraisemblable et souligner combien, en buvant ce vin de Talanne, les acteurs du roman feuilleton se livrent à un acte de luxe. C'est un vin de luxe. Alors vous voyez, il y a une grande catégorie. En tout cas, ce qui revient le plus souvent, très bon vin de Talanne, ces délicieux vins, les très bons vins, le joli vin, ce joli vin de Rubis, si chaud, si bon et si renommé en Corse, écrit un article de l'Observateur européen. Vin de Rubis, il y a l'idée vraiment dans la couleur qu'on a un vin tout à fait merveilleux. Le bon vin, le joli vin. D'autres articles en Charente parlent du rouge remarquable, avec un rouge vraiment une couleur qui est à nul autre pareil. Ce n'est pas un vin foncé. Et puis on a les très bons vins remarquables dans la rubrique du Dimanche illustré du 15 novembre 1931. Et ces petits exemples, en fait, sont là pour vous rappeler que quelle que soit l'époque de 1873 à 1931, je vous ai sélectionné quelques titres parmi des dizaines. C'est toujours le même propos qui revient. Et il y a fort à parier que, aux yeux, enfin dans l'esprit des lecteurs, cette idée s'était bien enracinée partout sur le continent. Il y avait vraiment cette idée du vin caractéristique de Talanne. Donc, ça paraît en soi utile. Bon, là, j'avais essayé de reprendre des extraits avec le PDF avec le document. Vous pourrez, si vous le souhaitez, lire les contextes dans lesquels cela intervient. Et on a vraiment toujours quelque chose de valorisant pour les vins. Ça vous paraît... Voilà. Du côté de la presse, largement diffusé. Maintenant, c'est une très très bonne spécialité corse. Et quand on regarde les guides touristiques, depuis le guide Hachette, Johan, 1879, jusqu'au guide Touring Club de France et les guides des années 1930, le guide du Touring Club de France en 1938 précise à la rubrique Sartène les crus divers de Sartène et de Talanne. Donc on a toujours l'indication d'un vin de Talanne avec la différence qui est à faire avec les crus de Sartène, entre les crus de Sartène et de Talanne. Il y a également le développement des conseils gastronomiques. Et là, vous avez La Femme de France, qui était un hebdomadaire
avec des rubriques conseils aux lecteurs, aux lectrices. Et puis c'est véritablement conçu pour aider, c'est un peu le L de l'époque, si l'on veut, dans l'esprit des années 30. Et là, vous avez une consultation gastronomique. Oui, je connais le patrimoine, mais ce n'est pas celui que je préfère parmi les vins corses. J'en ai bu beaucoup, d'ailleurs, le Chiavari, Gloire d'Ajaccio, le Talane, dont s'enorgueillit Sartène. Donc vous voyez, là, vu de loin, c'est le Talane dont s'enorgueillit Sartène, et les vins du Cap Corse, dont Bastia est la patrie. Bon, à tous, écrivait l'auteur qui voulait sans doute couvrir la Corse entière, je préfère le Cervione rosé, mais n'abusez pas, charmant ami, de ces vins rudes, ours sauvages, comme l'île où ils naissent. On a beau, comme vous, être habitué au Beaujolais, un accident est toujours à craindre. Donc il y a après la rubrique traditionnelle de « il y a des bons vins, mais on n'a jamais l'assurance que la bouteille soit bien conservée ». Il n'en demeure pas moins que dans la consultation gastronomique figure malgré tout le nom de ce vin, associé là au Sartenay. Et puis il y a vraiment le rendu des voyageurs étrangers. J'en ai retenu deux. Thomasina Campbell qui dit que Talano est très justement célèbre pour ses vins qui sont considérés parmi les meilleurs de la Corse. Le vin rouge, qui ressemble parfois, qui n'est pas tout à fait un Porto, mais qui ressemblerait, d'après elle, à des goûts de Porto. Donc, vous voyez, il y a des formes des goûts qui peuvent rappeler, parfois, dans les vieux Talanes, une évolution vers du Porto. Et puis, elle parle en particulier du vin blanc de Talane, qui lui paraît savoureux au possible. Cela renvoie à peu près à des mêmes types de récits. James Henry Bennett qui décrit que faire quand on passe la saison en Méditerranée pour le public anglais et américain. Et il évoque les vins de Talane, les vins en particulier de Monsieur Giacomoni à Santa Lucia di Talane, qui sont vraiment bons, qui ressemblent à du Bourgogne, du meilleur Bourgogne, dit-il. Donc vous voyez le principe des équivalences. On fait découvrir les saveurs d'un vin en essayant de rapprocher ce vin d'un autre vin qui peut être connu. Et en l'occurrence, là, les Bourgognes. Et en tout cas, Bennett souligne, le vin de Talane était recherché par la famille de Napoléon, par le premier, par Madame Mère, par les frères et sœurs, et puis par la famille jusqu'à Napoléon III, parce que dans l'entourage de Napoléon, déjà de Bonaparte, il y avait pas mal de personnes qui étaient originaires de Talane, sans doute. Et au moment de l'expédition française contre l'île de la Madeleine sous le Directoire, les années 1797-98, l'une partie des chargements de vivres était faite avec des vins de Bonifacio et des vins de Talane, embarqués sur des bateaux à Tizane, emmenés dans le port de Bonifacio pour les bateaux de l'armée française. Bon, il y avait ça, mais il y avait surtout le fait que des proches de Bonaparte étaient de Talane et alimentaient Bonaparte avec leur vin. Et puis, le goût était assez bon pour que le vin soit suivi jusqu'aux Tuileries. Et puis Napoléon III avait repris l'habitude de ces vins de Talane. Donc c'est quand même une exquise spécialité, ce n'est pas que quelque chose qui vient de la littérature. Allez, ce vin est un vin plaisant pour de grands repas, et on le trouve dans des menus. Ici, par exemple, en 1890, le New York Herald, New York, se fait l'écho du menu qui a été servi au président Carnot quand il est venu en voyage officiel en Corse. Alors, vous avez bien entendu ce menu qui est publié par tous les quotidiens de l'époque.
Et il y a une presse qui est très variée, très diverse à cette époque. Là, le Petit Clermontois, mais ça a été publié également par des quotidiens nationaux, Le Figaro, l'Univers, et j'en passe. Eh bien, le président Carnot, qu'a-t-il bu? Il a bu à Ajaccio, dans un banquet officiel, des vins blancs de Chiavari, de Talanne, du Chiavari rouge, et c'est là où vous voyez que les journalistes, même en France, ils ne sont pas très assurés, ils parlent de Sari d'Oreino. D'autres parlent de Sari, alors c'est ici qu'on le trouve, Sari d'Ornano. En fait, c'est du Sari d'Orcine. Talanne, il n'y a pas d'erreur sur l'orthographe, il n'y a pas d'erreur sur le nom. Sari d'Orcine, qui était servi également au banquet présidentiel, les journalistes du continent n'ont pas été capables de recopier le nom Sari d'Orcine. Talanne, ça ne pose pas de problème, la presse le note très clairement. Et dans le Talanne, il y a le blanc et il y a eu du rouge également, précisent d'autres menus. Mais pour le président qui vient dans l'île, les autorités retiennent ce vin. Donc ça signifie que c'était une marque d'honneur, que le vin était parmi les plus réputés. Et puis on retrouve également dans les amicales corses, sur le continent, mais parfois très loin, on retrouve la venue de ce vin de Talanne. Et par imitation, ceux qui ne sont pas originaires de Corse commandent des caisses de bouteilles de vin de Talanne, ce qui prouve que ce vin a séduit des palais en dehors même de Corse, qui pouvaient vivre ailleurs et qui faisaient venir des bouteilles pour leur consommation. Donc il y a une forme de marketing, de conquête du marché par séduction des saveurs du produit. Là, c'était la vie montpelliéraine, le banquet de l'Union Corse. Alors, le banquet de l'Union Corse, les vins sont un Cargèse ordinaire et un Sainte-Lucie de Talanne sur le menu. Champagne, café, eau de vie corse. Bon, et puis, vous avez le menu donné par le Progrès de Madagascar. On est à Tananarive, sur Madagascar. Les Corses ont organisé, l'Union des Corses a organisé un banquet, invité toute la communauté française de Tananarive, 1910. Eh bien, dans les vins, vous trouvez le vin de Talanne et du vin du Cap Corse, et il y a même du vin du Niol, parce que Corcia était justement un vignoble. Corcia, Lozzi, Albertach, Calacuch avaient également un vignoble très singulier, mais différent. En tout cas, on retrouve Talanne. Et puis là, vous avez les établissements Bois Landry, installés à Hanoï, qui font la publicité pour le vin corse Talanne, 28 piastres la caisse de 50 bouteilles. Avec une petite mention, l'importance de nos stocks nous permet de maintenir nos prix. Sous-entendu, n'hésitez pas, nous avons des caisses qui nous arrivent par le paquebot depuis Marseille. Et c'est quand même assez fabuleux, parce que si vous voyez cela, vous avez du vin que la Corse sert quand elle reçoit, du vin qui suit les Corses hors de Corse, mais qui séduit et qui est un vin capable de se vendre bien au-delà on pourrait dire, l'attachement à l'île fait qu'on consomme les produits. Mais quand ce sont des personnes qui ne connaissent pas la Corse, qui sont séduites par le produit, c'est que le produit est conforme à des goûts de consommation attendus à cette époque. Et puis, vous avez le vin que la publicité vante, qu'on n'hésite pas à mettre en premier pour présenter un établissement viticole. Donc, il y a tout de même un faisceau de preuves qui témoignent d'un vin qui est tout sauf anodin et qui est capable de percer jusque dans l'esprit des anglo-saxons. Je vais essayer de ne pas trop vous retenir non plus, pas trop vous ennuyer. Ça vous paraît compréhensible, cette première approche? Oui. Vous voyez, un faisceau de preuves, de la fiction à la réalité, de la table, critique gastronomique, table, tout ce que vous voulez.
La réputation, elle est vraiment fondée sur l'avis des spécialistes. Et je retiens Cyrus Reading, un Américain, anglo-américain. Il en est à la 3e édition de son histoire et de son guide des vins, en 1851. Alors, lui, il est sûr que le vin de Santa Lucia est parmi les vins qu'il faut connaître en Corse. Et Reading est un faiseur de tendances à New York, à Londres, mais aussi à Sydney et à Melbourne. C'est-à-dire que ses œuvres sont bien lues jusqu'en Australie. Il est le faiseur de tendances. Et après lui, les marchands essaient d'obtenir des vins qui viennent de là où il a indiqué. C'est la 3e édition en 1851. Et il a sans doute contribué à diffuser cette idée qu'il y avait un vin à découvrir et qui plairait. Les premiers sommeliers français, ceux qui s'intéressent vraiment à la sommellerie, à l'œnologie en France, font la même chose. Félix Julien écrit « Le cru de Talanne, situé vers 400 mètres d'altitude, qui est peut-être de tous les crus de Corse le plus connu et le plus estimé. » En 1895, ça ne fait aucun doute pour lui, dans les milieux viticoles, vous avez là, à propos de la Corse, un cru qui est singulier et de valeur. Mais déjà en 1848, il y avait la description des vignobles de Corse avec, dans l'arrondissement de Sartène, les vignobles de Talanne, de Bonifacio, de Porto-Vec. Les vins rouges et les vins blancs qu'ils fournissent ont de la délicatesse du corps, un goût agréable. Et ils sont moins chargés de tartre que les vins du Languedoc. Donc, quand on fait la description, voilà l'appréciation. Le goût est agréable, la délicatesse est du corps, pourtant. Et d'autres disent qu'ils sont moins fumeux que les vins du sud de la France. Donc, ça signifie qu'il y a une manière d'approcher ces vins et de leur reconnaître des qualités en saveur, en tenue, en charpente, en structure du vin, et puis profondément le plaisir de les déguster apparaît dans la plupart des documents. Cortambert, un géographe, présentant pour les étudiants la géographie de ce qu'il faut savoir de la Corse, écrit « Talanne, dans son arrondissement, récolte le meilleur vin de la Corse ». Voilà, ça c'était le manuel scolaire, réédition de la géographie universelle de Malte-Brun, 1861. On se trouve ici avec un manuel qui est appris par ceux qui deviennent des géographes. Donc vous apprenez la géographie de la Corse et vous apprenez que quand il faut parler vin, il faut parler Talanne. Dans son arrondissement, récolte le meilleur vin de Corse, dans l'arrondissement en fait de Sartène. Et puis Victor Rendu, qui est un inspecteur au service de l'agriculture, un inspecteur général, ne dit pas autre chose. Les terres du canton de Santa Lucia di Talanne sont bien cultivées. On cite pour leur qualité les vins qu'on récolte à Talanne, Sant'Andrea, Poggio et Olmiccio. Voilà, donc pour l'inspecteur d'agriculture, il n'y a aucun doute, quand on parle de ces vins de la région, il y a une distinction singulière. Mais comprenez-moi bien, d'autres régions de Corse ont aussi leurs vins emblématiques. Et là, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas une confusion entre Sartène et Talanne. Talanne produit un vin qui a une notoriété très importante. Alors la reconnaissance, qui la donne in fine? Comment tout ça trouve à se concrétiser? Assez simple. Des concours, des expositions régionales. Et c'était pour encourager l'agriculture. Donc le pouvoir, en particulier dans les années 1860-70, 60 beaucoup, puis la Troisième République avait poursuivi, voulait organiser des concours régionaux dans lesquels les produits sont présentés et les jurys constitués des personnalités
expertes en leur temps, doivent établir quel est le tout premier, médaille d'or, médaille vermeille, etc. Eh bien, à Talanne, 1869, le concours régional d'Aix-en-Provence donne une médaille de bronze à M. Giacomoni pour ses vins de Talanne. Bon, médaille de bronze, d'accord. 1870, concours régional de Narbonne. On peut se dire, on est dans l'environnement méditerranéen. Médaille d'or pour Jacques Giacomoni pour ses vins rouges et blancs de Talanne. Médaille de vermeil pour François Cesari pour ses rouges et ses blancs de Talanne. Médaille d'argent, et là on a un autre viticulteur mais qui n'est pas de Talanne, c'est Albert Fieschi pour ses vins blancs de la récolte 1869 à Pila-Canal, pour du Bianco Gentile. Et voilà les trois grosses récompenses qui ont été décernées dans ce concours régional. Oui, mais vous me direz, ce sont des concours régionaux. Et quand les vins se confrontent à la concurrence mondiale, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne à l'Exposition universelle de Londres, en 1862, quatre remarquables vins. Un muscat rosé de Rogliano. Nous sommes en 1862 et le muscat rosé a été date de 1840. Vous imaginez, 1840 pour la récolte, la fabrication, et c'est en 1862, ça fait donc 22 ans plus tard, et ce vin-là, très bon. Mais ensuite, on distingue le vin corse de Talanne. Ça, c'est le rapport officiel de l'exposition au Parlement britannique qui dit voilà les vins qui sont dignes d'intérêt pour notre marché, à tel point que les Anglais vont introduire dans leur législation un droit sur les vins spécifique intitulé « droit de Talanne ». Il y a plein de vins différents sur la planète, mais il y aura une petite rubrique pour les vins de Talanne. Le droit à payer à la douane, désormais, sera de tel pourcentage sur le prix de la bouteille. Alors, il y a un petit truc qui joue, je vous le donne juste après. Vin corse de Talanne, Claude Giacomoni, 1845. Nous sommes en 1862 et ce vin rouge de Talanne a été récolté 1845. Vous imaginez la capacité à vieillir pour ce vin et à continuer à séduire. Ça veut donc dire que non seulement les produits qui sont récompensés sont des produits de la récolte de 2 ou 3 ans avant l'exposition parfois, mais vous avez là des vins d'exception qui ont pu vieillir et s'affiner. C'est véritablement un vin d'exception. Et puis dans la catégorie vin rouge, on trouve Sainte-Lucie de Talanne, récolte 1858. Donc là, vous avez déjà 2 vins sur 4 qui sont des vins, 2 vins sur 4 récompensés qui sont des Corses dans les catégories de rouge, de blanc, venus de tout l'espace méditerranéen. C'était la catégorie de tout l'espace méditerranéen. C'est quand même pas mal. Et puis le 4e était un vin rouge de Corté. Vin rouge de Corté, récolte 1858. Les Anglais avaient été fascinés. Preuve qu'à l'intérieur de l'île, il y a d'autres régions qui ont des produits de grande distinction et que Talanne figure, là, rafle 2 médailles sur les 4 qui reviennent à la Corse. Il y en a 2 qui viennent pour ce vignoble. C'est quand même phénoménal parce qu'en 1867, des médailles sont données à l'exposition universelle de Paris. Donc on a le même comité d'expertise, des vins qui viennent de partout. Et Cesari Frère à Santa Lucia récolte une médaille pour des vins blancs, doux et secs. Ettori, Napoléon Ettori pour ses vins blancs, doux et secs. Et Jacques Giacomoni pour ses vins blancs, doux et secs. Et vous avez les 3 médaillés de 1867.
Et puis on recommence, 1889, rapport du jury international de l'exposition internationale, 1889, qualifié pour les vins de Santa Lucia di Talan, Bernardini et Orsatti. Camille Orsatti, il vendait à Paris dans sa cave rue Pigalle, au numéro 5, il était débitant de vin et il avait proposé à l'exposition son œil de caviste parce qu'il avait repéré des bons vins à Talanne et il a été médaillé. Il a été d'abord qualifié puis médaillé comme un des meilleurs cavistes de France parce qu'il savait conseiller ses clients avec les meilleurs vins. Et quel est le vin qui lui donne la réputation? C'est le vin de Talanne, de Sainte-Lucie. Alors, oui, il faisait venir sans doute les vins, mais en tout cas, les clients avaient estimé que lui était de bons conseils et que les vins qu'il vendait étaient immanquablement parmi les meilleurs. C'est une présence, finalement, sur le marché. Et j'ai ouvert ce propos en commençant par vous dire l'univers intellectuel utilisait les vins de Talanne pour qualifier la qualité, pour signifier un produit d'exception. Et même dans les romans où on parle de vendetta et de bandit, le bandit d'honneur reçoit celui qui le visite dans une grotte, mais il lui sert toujours un repas digne d'intérêt avec du bon fromage et un vin de Talanne. Mais ça, c'est assez drôle, parce que ça signifie qu'on sait quand même vivre et que ce n'est pas un bandit de grand chemin, c'est un bandit d'honneur. Donc, ce n'est pas la même chose du tout. Il en allait de l'honneur. Et quelqu'un qui a de l'honneur ne consomme pas n'importe quoi. Donc, y compris sous la catégorie du roman Vendetta et bandit. Et ça, c'est très intéressant à voir. Alors, quels sont ces produits ? Je fais vite, promis. Des vins rouges, des vins blancs, des vins doux, des vins secs, on fait tout. Quels sont les cépages ? Je ne peux pas vous passer ça, c'est le Montanaccio, qui est le cépage par excellence à Talanne, le Montanaccio. Montanaccio, Vermentine, Carcagiol, Nero. Voilà, et vous avez la base absolue. Le Montanaccio, il est très bien décrit par Henri Marès, qui est celui qui réfléchit au suffrage pour protéger les vignes contre l'odium. Et Marès explique qu'il avait obtenu du Montanaccio avec plein d'autres cépages corses par le biais du préfet de l'Hérault en 1863. Le préfet de l'Hérault s'appelait Jacques Gavini de Campil. Et Gavini de Campil avait demandé aux viticulteurs de Corse de lui faire parvenir un échantillon des cépages caractéristiques de chez eux. Et c'est comme cela que Marès a cultivé le Montanaccio dans son domaine à partir de 1863. Et qu'il a pu le décrire et suivre l'évolution de ce Montanaccio qui n'est pas impacté par le phylloxéra en 1878. Alors Marès, il est très drôle, il dit c'est un chiacarel de la montagne. C'est un chiacarel de la montagne. En fait, c'est sans doute un chiacarel qui a la capacité à fructifier très bien jusqu'à 600, 700, 750 mètres d'altitude, puisque Altagène était complètement couvert de Montanaccio, par exemple. Et on ne l'appelait pas chiacarel, mais on l'appelait le cépage de la montagne. Et c'est lui qui donne la couleur rubis à bien des vins quand il est bien travaillé. Et c'est lui qui donnait cette séduction pour tous les palais, donc ce Montanaccio. Mais il est fortifié avec le Carcagiol. Et puis on y mêle du Vermentine, à moins que le Vermentine ne soit laissé pour faire ces blancs remarquables, médaillés dans les expositions. Et vous avez le Vermentine qui est le joyau de la région. Je vous ai parlé d'un médaillé à Pilacanal. Lui, il était médaillé avec le Bianco Gentile, un autre cépage que certains rapprochaient alors du Carcagiol blanc, du Bianco.
Alors voilà, et puis ce sont des vins que l'âge peut distinguer. Et c'est une constante pour cette viticulture, à savoir que l'idée est qu'on peut les garder 15-20 ans et qu'ils finissent par s'affiner. Le vieux Talanne est toujours rare, dit Victor Rendu. Et les propriétaires ne le livrent plus sur le marché, ils l'offrent en cadeau. Alors le vin de Talanne est extrêmement foncé en couleur les 4 premières années. D'accord ? Il peut être bu entre 8 et 10 ans. Mais ce n'est qu'à 15 ans qu'il acquiert toutes ses qualités. 15 ans. Arrivé à cet âge, il se dépouille complètement pour prendre une belle teinte vermeille. À 20 ans, il devient jaune paille et il passe au rancio. C'est alors un excellent vin, d'une grande finesse, plein de feu, doué d'un bouquet remarquable. Et dans cet état, il peut entrer en comparaison avec les rancios des Pyrénées orientales. Ainsi, quels sont les vins de réputation ? Ils couvrent toute la gamme. Alors, pour conclure, ce sera mon enracinement dans le territoire que vous connaissez bien. Malheureusement, je vous le répète, absence de talent graphique, c'est n'importe quoi. Mais je vous invite à voir le document envoyé à la municipalité, je vais le donner. Il y a en fait un ensemble de vignes comme un grand amphithéâtre entre Lorette et Santa Lucia, avec quelques points. La chapelle San Giovanni, par exemple, Cappella San Giovanni, est reconnue comme fondant un clos particulièrement bon. Et puis, il y a vraiment une zone viticole qui correspond à l'Alta Rocca. Le bas du territoire de Olmiccia est assez peu utilisé par la viticulture. Puis vous reprenez la viticulture dans les abords de Sartène avec vraiment la vallée du Rizzanese est couverte de terrasses. Et c'est leur singularité. Il y a la région de Talanne qui est vraiment un amphithéâtre agricole. C'est un pôle viticole centré sur plusieurs villages, mais les propriétés sont rassemblées. Par exemple, la famille Giacomoni avait des terres un petit peu partout et se permettait ainsi de faire des préparations en cuvée avec un volume suffisant pour que le vin suivent un bon processus de fermentation. Ce ne sont pas des petites quantités. Il faut comprendre que cela a pu jouer dans les conditions de l'époque pour bien vinifier, d'être capable de vinifier une masse homogène et une masse assez importante pour produire un vin qui soit un vin de qualité in fine. Alors, c'est une région à part entière, mais c'est une région qui ressemble... Alors, elle est déjà installée au XVIIIe siècle. Je prends le plan terrier, je repère autour de Poggio et de Santa Lucia, Olmiccia, on a déjà toute une zone viticole qui est installée. Entre Poggio, Olmiccia, Santa Lucia, Sant'Andrea. Et il y a déjà là l'idée d'une force viticole avec des vins déjà établis. D'accord ? Donc ce n'est pas qu'un vignoble du XIXe siècle. C'est un vignoble qui s'enracine au préalable. Et puis on termine, vous voyez, ce vignoble est néanmoins corse pleinement, avec l'implantation en fosse sur des terrasses. Donc on creuse à 1 mètre et quelques de profondeur pour installer les jeunes vignes. Les terrasses retiennent les terres cultivables. Et ça, on est bien dans une culture commune du nord au sud. Le Piala Bonifacio échappe en partie à ces terrasses parce que ce n'est pas les mêmes conditions forcément, mais toutes les zones viticoles du Sartenay, donc l'Alta Rocca jusqu'au Cap, connaissent ces mêmes types, terrasses, implantation en fosse. La vigne devient productive vers 6 ans. Elle reçoit un labour léger, des binages, un ébourgeonnage au mois de mai, dit-on, pour Talanne. La récolte a lieu fin septembre, début octobre. Il n'y a pas d'égrappage. Le foulage et le cuvage se font comme ça entre 15 jours et 1 mois. Certains laissaient 1 mois. Puis ensuite, vous avez le soutirage en novembre.
Certains allaient soutirer au mois de janvier uniquement. La conservation se fait dans des barriques entre 100 et 130 litres, l'équivalent, les petits barils. Et puis les ventes se faisaient essentiellement par le port de Propriane, pour la filière viticole de Talanne. C'est un vignoble qui a été épargné par l'oïdium pendant très longtemps. L'oïdium est rentré tardivement dans ce site, a frappé le Sartenay beaucoup plus tôt que Talanne. Et puis les agriculteurs locaux, les viticulteurs, mettaient des légumes, de l'ail, et ça protégeait en partie les cèpes. Et ils étaient réticents au soufre qui transformait, disait-il, le goût des raisins. Le phylloxéra est arrivé très tardivement. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, à la fin du XIXe siècle, les vins de Talanne forment toujours des vins d'exception, parce que le phylloxéra n'entre ici que vers 1897 pour les premières taches, 1899 pour la destruction de certaines vignes, et ne s'installe pas partout. Donc les vins de Talanne pouvaient encore être produits sur la base des cépages de Talanne. Et en fait, ce ne sont pas les maladies, sans doute, qui ont fait régresser ce vignoble. Ce ne sont pas les maladies, c'est la déprise rurale d'abord, fin du XIXe siècle. C'est ensuite, sans doute, le fait que l'huile d'olive issue de cette région commence à devenir une huile qui se distingue parmi le générique qui arrive sur le continent. Et la compréhension peut se faire que beaucoup commencent à penser des carrières en dehors de l'agriculture, mais veulent conserver les terrains. La meilleure manière de valoriser un terrain sans avoir besoin d'être constamment sur place, c'est d'envisager la conversion à l'oliveraie. Et il y a eu un développement des oliviers sur des terres qui ont longuement été des terres à vigne, qui donnaient fort bien la vigne. Mais ça veut dire que des projets de vie s'installent différemment et qu'on s'éloigne de la préoccupation agricole annuelle, mais qu'on tient toujours à son territoire et qu'on veut le faire fructifier avec quelque chose installé pour durer. Et l'olivier est installé avec l'idée qu'il peut défier les décennies. Ce sont des produits donc qui ont permis de valoriser autrement ces terres. Et puis il y a aussi l'idée de les conditions agricoles deviennent si compliquées. La mévente des vins de qualité est réelle par rapport à l'arrivée sur le marché de vins de vignobles nouveaux, notamment dans les colonies françaises, l'Algérie, avec une telle masse de nouveaux vins que ça devient compliqué d'écouler les produits bien identifiés. Et il y a notamment un point sur lequel je termine, c'est que le principe des années 1910 est celui de l'équivalence. Si vous êtes capable de vendre un produit dont le goût ressemble à celui que vous connaissez par avant, je veux vendre du Talanne, mais je n'ai pas de vin de Talanne. Je fais des assemblages et j'arrive à un goût qui peut rappeler le Talanne. Alors je vais le vendre sous l'étiquette vin de Talanne, mais je ne vais pas acheter du vin de Talanne. Ça a été un des éléments très très puissants. En Bourgogne, par exemple, les grands vins de Bourgogne étaient imités et vendus sous on assemblait des tas de choses venues de partout, et c'était vendu sous la rubrique Bourgogne dans les années 1900-1920. Et c'est contre ces pratiques d'équivalence que les AOC sont nés, avec l'idée qu'il fallait se soumettre à un cahier des charges, tracer le produit, et si vous voulez le nom d'une région ou d'un lieu, il faut vraiment que le produit en sorte. Et tant qu'il n'y avait pas ces règlements, les équivalences permettaient d'acheter du vin en Espagne ou en Algérie, de mélanger, de vendre sous une étiquette. C'était légal commercialement jusque vers 1921 et 1935, massivement. En tout cas, je vous remercie pour les vins de Talanne excellents et puis pour votre attention merveilleuse. Merci beaucoup.